Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule, la première capsule de l'équipe Miguel Duquette Durand Dufour. Donc un petit changement de nom d'équipe cette fois-ci. Et on a un autre invité, un invité de marque aujourd'hui, donc Jonathan qui se joint à nous aussi. Et puis David Depastena qui est vice-président solutions de portefeuille chez Fonds Dynamique. David, peux-tu nous parler un petit peu de ton rôle au sein de Dynamique? Puis merci d'être avec nous aussi. Merci de m'avoir invité. Justement, ça fait 13 ans que je suis chez Dynamique. Je travaille sur le comité d'investissement sur nos mandats privés. C'est une plateforme je te dirais, d'environ 8 milliards. Donc, mon rôle, c'est de regarder les gestionnaires de portefeuille chez nous, être sûr qu'ils font leur job comme il faut, regarder leur performance, puis être sûr que nos produits performent comme on veut. Good, puis merci encore une fois d'être avec nous. C'est un gros mandat, fait que merci de prendre le temps. On a un invité de marque avec nous. Fait qu'on va parler de macroéconomie, de taux d'intérêt et de retraite aussi, parce que David a même une petite spécialité au niveau de la retraite. Fait que est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes perspectives long terme, puis qu'est-ce que tu vois un petit peu dans les investissements potentiels là, en ce moment? C'est la question cruciale d'abord qu'on commence avec ça. Je te dirais... C'est difficile de savoir où on s'en va en ce moment. On est dans une période d'incertitude. Donc, il faut regarder ça d'une façon divisée en trois, je te dirais. On va dire le court terme, le moyen terme puis le long terme. Si nous regardons le long terme, il y a des très bonnes affaires qui se passent. Exemple comme l'intelligence artificielle. Moi, je pense que ça va changer le monde. Je pense qu'on est comme en 1992 en ce moment, en termes de ça. Ça va être énorme. Puis si tu n'as pas utilisé une plateforme comme ChatGPT ou les autres qui sont populaires, ben je vous encourage de l'essayer parce que quand vous allez l'essayer, là, vous allez dire que ça va changer le monde. C'est comme la première fois que quelqu'un utilise l'Internet. Donc, à long terme, je suis très bullish sur le marché. Aussi, beaucoup de monde ne savent pas que, mettons, à biotechnologie, les recherches en ce moment dans le mRNA, puis des cures pour le cancer, on a trouvé un traitement pour le cancer. Pour 80% des cancers, pour la vaste majorité du monde, ne savent même pas ça. Puis ils disent que d'ici 5 ans, on va être capable de traiter 80% des cancers. Donc, le monde ne savent même pas ça. Donc, biotech, c'est quand même excitant. Génétique, quand on parle de génétique, on a juste découvert les gènes des humains. Ça fait même pas 25 ans. Donc, c'est nouveau, ça. Donc, le traitement génétique, c'est une des places dans la biotechnologie qui grossit d'une façon importante. Puis aussi, il y a du cold fusion qui a été découvert. Donc, à long terme, je suis très bullish parce que quand nous regardons la croissance d'une nation, c'est toujours avec la technologie. Puis ça, c'est des technologies intéressantes. Mais, par exemple, je vais vous dire moyen terme. Je suis un peu inquiète parce qu'on est dans une phase de transition aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si nous regardons, exemple, sais-tu c'était quoi la meilleure technologie ou la technologie la plus importante au début du 19e siècle? Non. C'était l'huile des baleines. Puis sais-tu qui a changé tout ça? J.D. Rockefeller. Parce qu'il a découvert que l'huile pouvait être utilisée pour mettre dans les chars. C'est ça qui a changé le monde aussi. Puis en date de 2 ans, ça a changé l'industrie des baleines, évidemment. OK? Donc, je dis ça parce que on est dans une phase de changement. Ça arrive à peu près à tous les 30, 40 ans, plus ou moins, là, selon l'historique. Puis tu vois qu'il y a des gagnants et des perdants. On est au début de tout ça. Aussi, la géopolitique, en ce moment, on est dans une phase qui ressemble beaucoup aux années 70. Puis, quand tu regardes la géopolitique, puis tu regardes l'incertitude, il y a une corrélation. Puis quand tu regardes la corrélation entre l'incertitude puis la volatilité, ça augmente. Donc, à moyen terme, je pense que les marchés vont être difficiles. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de corrections, beaucoup plus fréquemment. Malheureusement. Je pense. On ne sait pas qui va être les gagnants et les perdants dans tout ça, de tout ce qui se passe, mais je peux te dire qu'il y a des... d'investir dans le marché tel quel, genre un indice, va être très difficile. Genre 2000 à 2010, le marché n'a rien fait. C'était qu'est-ce qu'on appelle en anglais « the last decade ». Là. Puis si tu regardes en dollars réels, le monde a perdu 65% de leur dollar réel. Donc, moyen terme, je suis un peu plus inquiète que le marché, mettons l'indice, va peut-être être flat ou sideways, comme on dit en anglais. Donc, je m'inquiète un petit peu. Mais, par exemple, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de l'argent. Je pense que le gestionnaire de portefeuille qui choisit ses stocks, qui fait ses devoirs, va survivre mieux que d'acheter un indice. Puis on le voit. Comme vous voyez, là, il y a 7 compagnies qui drivent le S&P 500. Le S&P 500 n'a pas bien fait cette année tant que ça.
Mais le marché américain, pas pire quand tu regardes sur les nouvelles, mais en réalité, c'est cette compagnie qui représente une grande partie, genre pas loin de 30% de la performance. Donc, je suis très positif à long terme parce que la technologie, puis c'est excitant, mais à court terme, je suis un peu plus inquiète que pour les prochaines années, ça va être très tough de faire de l'argent dans les marchés. Puis tu en as parlé un petit peu, je te coupe sur ta question, Jonathan, avant ça, pour juste faire un petit follow-up là-dessus, mais si c'est tough de faire de l'argent sur les marchés, c'est comment qu'on s'en sort? Je comprends d'engager un gestionnaire de portefeuille, mais mettons les 10 prochaines années, là, c'est quoi la meilleure pour un investisseur qui est à la retraite, qui a besoin de ses sous? Là, c'est quoi la solution à ce moment-là? Je te dirais, il faut séparer la question en quelqu'un d'accumulation puis d'écumulation. Ouais. OK? Je crois beaucoup dans la phase d'accumulation, on peut faire des erreurs, c'est pas grave, parce qu'on a le temps devant nous. OK? Puis on n'a pas la séquence des rendements négatifs. OK? Parce que quand on est à la retraite, on sort l'argent. Donc, quand il y a une correction, il n'y a pas juste notre portefeuille qui descend quand on a une correction, mais aussi on sort l'argent. Donc, c'est très difficile de laisser soigner le portefeuille après une correction. Il y a deux affaires différentes. Pour le client qui est retraité, je crois beaucoup dans une stratégie qu'est-ce que moi j'appelle chèque de paie. Ce qui veut dire tu dépenses le revenu et non le capital le plus possible. Ça, c'est la meilleure façon de protéger ton capital à la retraite. Je peux te montrer plein de statistiques, puis on en parlera plus tard aussi. Côté accumulation, il y a une opportunité de faire de l'argent. Donc, c'est de voir, quand vous regardez vos fonds, vos stocks, vos FNB, peu importe l'investissement que vous utilisez, c'est de voir qui va profiter. Il y a deux façons. Qui va profiter de ce qui se passe en ce moment. Exemple, NVIDIA comme compagnie, je ne sais pas si ça va monter ou descendre, mais c'est une compagnie qui offre des chips qui relient directement au AI. Donc, je ne sais pas si la compagnie va monter, mais si tu regardes un petit peu au début du 19e siècle, puis quand tout le monde est allé à Californie pour aller chercher, puis devenir riche dans l'orifère, les personnes qui ont fait de l'argent, c'est ceux qui ont vendu des pics. Donc, c'est un petit peu ça, je veux dire. Je ne sais pas quelle compagnie qui va profiter de tout ça. Ce n'est pas mon expertise, c'est plus nos gestionnaires qui choisissent des stocks. Mais c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut profiter de ce qui s'en vient. Donc, l'intelligence artificielle, mais aussi le changement du monde. Exemple, on voit que les gouvernements, un des thèmes que je vois, c'est que les gouvernements vont avoir beaucoup d'interventions dans le marché. Puis on le voit là, on voit le Canada, qu'est-ce qui s'est passé avec les nouvelles règles au niveau du média, qu'est-ce que les nouvelles, puis qu'est-ce qu'on a le droit de montrer, puis qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de montrer. Mais ça va impacter des compagnies de façon négative. Donc, c'est aussi de ne pas investir dans certaines compagnies, surtout dans la phase d'accumulation. J'espère que ça répond à ta question. Oui, définitivement. Très bien. Puis, si on regarde présentement dans les médias, les nouvelles, tout ça, les headlines, souvent, beaucoup de choses qui peuvent inquiéter. Beaucoup de mauvaises nouvelles, potentiel de conflit Taïwan-Chine, après ça, on a un autre conflit en Ukraine, l'inflation, potentiel de ralentissement économique. Est-ce que ces inquiétudes-là sont vraiment, doivent vraiment être tenues en compte? Est-ce que peut-être des fois les médias se rendent un petit peu trop loin vraiment pour justement aller chercher les vues et tout ça? Donc, qu'est-ce que... Oui, les médias créent beaucoup de bruit, on peut dire. Mais il ne faut pas oublier une chose. La façon que le cerveau fonctionne, c'est qu'on est attiré 5 fois plus par le négatif que par le positif. Il ne faut pas oublier que les réseaux de médias connaissent ça aussi. Donc, si tu veux attirer quelqu'un pour regarder tes nouvelles ou regarder plus important, qu'est-ce qui est payant pour eux autres, regarder les annonces, parce qu'ils sont payés par des annonces, évidemment, bien, tu vas attirer par le négatif. Donc, c'est sûr et certain, il y a une partie là-dedans que le négatif surpondère les nouvelles. Est-ce que c'est aussi pire que ça dans le monde? Bien, je te dirais, parlez à vos amis puis vos clients entrepreneurs. Ça, c'est eux qui vont vous dire, regardez les indicateurs de comportement. Première chose, est-ce que le monde dépense plus ou moins? Si tu vas à l'aéroport de Montréal, c'est plein de monde. OK? Peut-être qu'il y en a là-dedans qui s'accotent en crédit, je ne sais pas, mais le monde dépense quand même. Ils ont coupé un petit peu le gras, OK? C'est ça qu'on voit. Mais généralement, le monde ne sont pas si payés en termes de dépenses. Donc, il faut regarder les comportements du monde. Comportement des compagnies, il y a quand même des compagnies, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Puis je vais donner un exemple. J'ai un ami, il voulait engager 6 personnes. Il a engagé 2. Pas parce qu'il y avait un manque de budget, mais il avait dit on va engager 2 qui connaissent comment utiliser l'intelligence artificielle, on va les payer un peu plus. Donc, lui, il utilise la technologie pour sauver un petit peu sur ça. Donc, on voit ça.
On voit ça. Est-ce que c'est... Oui, il y a la volatilité, puis je ne sais pas si une bombe nucléaire d'un pays peut changer le tout, mais ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle des Black Swans. On ne sait pas si ça va venir ou un autre COVID peut venir. Donc, en tant que le monde a des jobs, qu'est-ce qu'il faut suivre? C'est que est-ce que le monde a des jobs? Est-ce qu'ils dépensent l'argent? Est-ce que les compagnies coupent d'une façon réelle? Puis quand tu regardes les nouvelles puis dis que telle compagnie a mis tel nombre de personnes à porte, est-ce que c'était vraiment de mettre ces personnes-là à porte? Puis quand tu gruges, tu réalises que, sais-tu quoi, ça faisait partie des contrats déjà qui venaient échus. Ça faisait partie de quelque chose de structurel qu'ils voulaient faire de toute façon. C'est sûr que dans les nouvelles, ils vont juste mettre les pièces à faire pour attirer le monde. Donc, je pense pas que c'est... il y a définitivement une contraction dans l'économie. On n'est pas... 2021, 2022, c'était notre repère, puis c'était le free-for-all. Le crédit était pas cher, puis tout le monde dépensait, les compagnies. On avait une économie en feu, là. Mais là, ça a comme revenu un petit peu aux bases de 2018, 2019, un petit peu plus normal. Mais il ne faut pas oublier, les humains sont relatifs. Donc, ça sent comme quoi c'est pire. Ah, définitivement. Puis, peux-tu nous parler un petit peu plus de l'impact, justement, de cette inflation-là qu'on a connue et des taux d'intérêt là, sur le consommateur? Et qu'est-ce que vous voyez pour le futur, autrement dit? Comment que ça va se continuer là, de se développer dans les prochains mois? L'inflation est quelque chose, moi je vois ça comme des impôts cachés un petit peu parce que quand tu regardes le niveau de dette qui est élevé comme on voit dans les grands pays G7, G8, t'imprimes l'argent, ça cause l'inflation, ça c'est la relation traditionnelle. Mais par exemple, tu regardes où ça fait le plus mal, je pense qu'il va y avoir une divergence entre du monde de 3e, 4e quartile dans la classe moyenne, là, le monde, on va dire, qui ont les moins de sous, puis les riches. Je pense que quand on l'a vu après la crise financière en 2008-2009, que l'écart entre les deux va élargir. Donc, ceux qui gagnent, je te dirais, en dessous de la moyenne ou près de la moyenne, eux autres souffrent beaucoup. Parce que relatif, la poitrine de poulet relatif à leur salaire qui a augmenté fait une plus grosse partie de la tarte que quelqu'un qui gagne, je vais inventer, un demi-million par année. De relatif pour lui, le 2-3 piastres de plus, ça ne fait pas une différence. Donc, eux, ils vont avoir beaucoup de mal. Eux autres dépensent beaucoup dans la consommation, mais c'est plus des affaires un peu plus petites. L'autre personne qu'on voit qui va peut-être avoir mal avec l'inflation à cause des taux d'intérêt, c'est des professionnels. Ça te surprend, là? Mais des professionnels puis on voit que beaucoup de maisons ont été achetées du monde qui gagnait très bien leur vie. En 2022, quand des maisons étaient au sommet, au plafond, là, puis tu voyais des maisons de rien qui se vendaient à 1 million, là, donc un tear-down. Là. Donc, on voit qu'eux autres se sont accotés jusque-là avec un taux variable parce qu'ils ne pensaient jamais que les taux étaient montés. Donc, ça, c'est une petite partie de la population, mais quand même, ça, c'est du monde qui vont souffrir. Donc, je te dirais, ça, c'est l'autre côté de l'inflation, mais il ne faut pas oublier que les banques centrales, s'ils montent les taux, ça va faire mal au niveau de la consommation des maisons ou de l'achat des maisons puis de l'investissement des compagnies. Mais ils ne peuvent pas arrêter et descendre les taux avant les États-Unis parce que ça diminue la valeur de notre devise. Puis qu'est-ce qui arrive, là, pour faire un petit cours économique, là, quand nos taux d'intérêt sont plus bas qu'un autre pays, bien évidemment, notre devise vaut moins. Mais le problème, c'est que quand notre devise vaut moins, on achète en dollars américains. Donc, ça nous coûte plus cher pour le pétrole, pour tout ce qui est en dollars américains, puis on s'entend que tout dans le monde est dans les dollars américains. Donc, de rien faire, la Banque centrale peut amener de l'inflation. Donc, c'est un petit peu très ambigu pour la Banque centrale quoi faire en ce moment. D'augmenter pour suivre les États-Unis, de rien faire, puis les États-Unis montent, puis nous autres, on notre devise faiblit. C'est un peu difficile. C'est pour ça que personne ne sait où les taux d'intérêt. On pense que c'est peut-être la fin, mais on a dit ça il y a 6 mois. On a dit ça 7 fois depuis 1 an, que c'était la fin des taux d'intérêt qui montaient. Donc, moi, je ne sais pas où les taux d'intérêt vont y aller. C'est un bon parallèle. On ne pensait jamais, nous autres aussi, en gérant les portefeuilles. On avait protégé les portefeuilles pour des hausses de taux dès le début 2022, mais j'imagine que vous aussi, avec Dynamique, mais jamais autant que ce qu'on en attendait. Ça, c'est sûr. Au final, les économistes parlaient de 2 à 3 hausses pour 2022, puis on en a eu 13 ou peut-être même plus, mais c'est ça. Fait que grosse divergence quand même versus les prévisions.
Puis c'est ça, justement, parlant des taux d'intérêt, ben, de plus en plus, on commence à parler des baisses. Là, on vient juste de dire qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer exactement. Mais tu sais, pourtant, quand les taux d'intérêt étaient bas, les investisseurs espéraient que les taux augmentent éventuellement pour justement aller chercher un petit peu plus de rendement sur les placements à revenus fixes, surtout dans les comptes un petit peu plus conservateurs. Curieux d'avoir ton opinion sur ça. Je pense que on n'avait pas le choix d'être dans les stocks dans le temps. T'sais, pour du monde qui voulait du revenu, c'était il faut que j'achète des stocks de dividendes parce que des obligations ne me donnent rien. Aujourd'hui, des obligations sont revenues à un niveau de taux que ça devient intéressant. Puis on voit que le chiffre magique auprès des investisseurs, c'est à peu près 5 %. En dessous de 5 % le monde, puis on voit beaucoup de monde qui sont allés dans les CPG. C'est le chiffre qui est au monde que, puis on le voit, ça fait 23 ans que je suis dans l'industrie, on le voit qu'à 5 % le monde sont comme, sais-tu quoi, pourquoi j'achèterais des actions? Perception, ben, c'est sûr que tu as du upside avec des actions quand je peux avoir quelque chose de garanti dans mes poches. Donc, en ce moment, c'est une bonne affaire que les taux d'intérêt ont monté pour les retraités, surtout ceux qui prennent leur retraite aujourd'hui. Ceux qui prennent leur retraite aujourd'hui, les obligations, ils ont des taux d'intérêt intéressants. Pas juste ça, il y a quand même des compagnies en ce moment qui ont des bonnes dividendes. Que sont quand même intéressants. Il y a des grandes banques canadiennes qui ont des dividendes de 5-6 %, même 7 des fois. Donc, pour ceux que c'est pertinent, ça peut être intéressant aussi. Donc, je pense que c'est avantageux pour les retraités de ce temps-ci. Pas bon pour qu'est-ce qu'on appelle des compagnies zombies. Des compagnies qui ont beaucoup de dettes, qu'ils sont financés avec la dette pour acheter leur stock, pour monter leur prix de stock. Ces compagnies-là, puis il y en a beaucoup, je ne sais pas c'est quoi le chiffre, mais je ne prendrais pas si c'est très élevé. Il y en a beaucoup dans le S&P 500, il y en a même pas mal au Canada aussi. Puis ces compagnies-là, si tu es investi là-dedans, ça peut être un cauchemar. Parce que tu vas commencer à voir que ces compagnies-là, au niveau de financement, là, il y aura des problèmes. C'est ça, exactement. Ils étaient maintenant en vie, justement, pendant la longue période de taux d'intérêt qui était très faible, là, mais maintenant, ça va se corser un petit peu plus. Fait que, on peut dire que la sélection de titres... Ça va être ultra important. La sélection de titres, soit par ton conseiller ou un gestionnaire externe, ça va être super, super important. D'engager du monde qui ont un historique. Des promesses, c'est bien une affaire, mais du monde avec un historique, ça va être assez important, je pense. Ouais. Puis, je sais que tu as un petit peu répondu à la question, là, mais que penses-tu là, justement des placements à 5-6 %? On se fait de plus en plus parler justement de tout vendre, d'aller dans ce genre de placement-là. As-tu une opinion là-dessus? Et peut-être aussi nous parler, c'est une opinion CPG versus obligation? C'est sûr qu'un CPG a de la place pour le profil que c'est pertinent. OK? Souvent, quand j'avais fait mon cours de valeur mobilière, le CPG, c'est pour quelqu'un qui a des besoins à court terme. Si tu veux mettre tout ton argent, exemple, tu veux acheter ta maison puis tu veux être garanti d'avoir tel pourcentage à tel moment, c'était pour financer ta liquidité. Souvent, c'est ça que j'avais appris quand j'ai fait mes cours de valeur mobilière. Mais aujourd'hui, on voit que beaucoup de monde vend leurs obligations, vend tout pour aller dans les CPG. L'affaire, c'est qu'il ne faut pas oublier que, mettons, on va regarder des obligations parce que beaucoup de monde ont pris de leurs obligations pour aller dans les CPG. Si nous regardons l'historique des CPG puis l'historique sur 40 ans, les obligations canadiennes ont battu les CPG 98 % du temps. Puis par beaucoup, là, je pense que je l'avais écrit ici, là, le rendement moyen depuis 40 ans. Là, donc on n'a pas juste la baisse, là, on a quand même beaucoup d'historique à 40 ans. Il y a 4 % de différence. Les obligations canadiennes ont fait à peu près 7,7 %. Puis des CPG en moyenne 3,3. C'est sûr qu'on était dans des taux qui descendaient, mais quand même, la raison pour laquelle les obligations bas des CPG sur un horizon de 3 ans, 98 % du temps, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si la Banque centrale diminue les taux d'intérêt, l'année prochaine, là, si tu te fies à de 5 %-là, ça se peut que c'est 3. Donc, si toi, tu te crées mettons, on va dire un chèque de paye avec ton CPG, puis sur 100 000, tu t'attendais à 6 000 l'année prochaine, mais cette année, c'est 3 000, là, tu as un gros problème. Parce que c'est la moitié. Donc, ça peut arriver que les taux CPG descendent vite, aussi vite que les obligations. Donc, je pense qu'il y a une place pour des CPG quand c'est pertinent. Mais je pense que le monde, il faut qu'il prenne en considération le coût d'opportunité. Parce que dans un CPG, tu es dedans. Si tu as pris tes actions puis tu es allé en CPG, c'est sûr qu'au moment que l'investisseur va rentrer le marché, ça va être trop tard.
C'est tard. Déjà là, on voit que le marché a monté depuis 3-4 semaines. Puis, si tu étais investi, tu as eu comme le début, puis tu es dedans. Tu as manqué tout ça parce que tu étais en CPG puis tu avais peur. Je peux te dire, la pire affaire au monde, l'affaire qui détruit la richesse, c'est pas les marchés. Tu sais quoi? Les émotions. T'en plais ça. C'est ça qui détruit la richesse. Ouais, il y a beaucoup de gens qui, justement, comme tu l'as dit, j'ai bien aimé ton mot, là, que des fois, on se dit, hey, dans un an, je réinvestirai, mais ça se pourrait que la bourse ait monté énormément depuis cette année-là, puis qu'on soit en retard. Là, Puis dans un an après ça, ben là, il va y avoir d'autres doutes, parce que là, l'investisseur va se demander, est-ce que ça a trop monté? Est-ce que je devrais encore rester sur les lignes de côté? Est-ce que tu sais, fait que finalement... Ça peut causer d'autres problèmes. Je vais vous partager un stat que j'ai vu. Le portefeuille équilibré, en moyenne, a un rendement de 6,6 %. Savez-vous c'est quoi le rendement moyen des investisseurs? Non, vas-y. 2. Okay. Pas exactement la raison qu'on vient de juste de dire. Donc, quand nous regardons les rendements des indices ou whatever, les investisseurs n'ont pas vraiment ce rendement-là. C'est parce qu'ils sortent au pire moment puis ils investissent au pire moment aussi. Donc, si tout le monde a embarqué dans des stocks comme Tesla ou des meme stocks en 2022, quand c'était de même, puis évidemment, on sait qu'est-ce qui est arrivé après dans certains stocks. Donc, c'est la même affaire. Un conseiller financier, je vais vous dire, la meilleure utilité d'un conseiller financier, à part des rendements, c'est d'aider les gens à ne pas exploser leur portefeuille, mon opinion. Mm-hmm. Définitivement. Ben, puis ça fait... On travaille beaucoup là-dessus. J'adore ton point. Puis pour nos auditeurs, il y a une feuille, là, mais ça, c'était pas scripté. Là. C'est honnête. C'est honnête. Je pense que c'est là la valeur d'un conseiller. Puis on le voit. C'est pour ça que le monde qui ont des conseils financiers, je sais pas exactement c'est quoi le chiffre, mais je pense que c'est 4 fois plus de richesse. Pas parce qu'ils choisissent des meilleurs stocks ou des meilleurs fonds. Non. C'est parce qu'ils prennent les investisseurs par la main puis être sûr qu'ils ne prennent pas des mauvaises décisions. C'est aussi simple que ça, je pense. Ce qui arrive, c'est que souvent, la majorité des rendements se font dans un très petit nombre de jours aussi. Là. Puis, tu sais, si on regarde les premières journées, après justement une baisse de marché, le rebond, les premières journées, souvent, il y a des gros rendements qui se font là. Puis on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont se passer. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment rester investi. Ouais, le début de novembre, à date. Ouais. Tu as déjà mentionné, on va tomber un petit peu plus dans la retraite. Je sais que c'est une des spécialités que tu t'intéresses beaucoup à ça aussi, le retraité et la façon que ça fonctionne. Il y a une règle en finance qu'on dit que si on retirait 4% de notre capital toute notre vie, on serait correct à vitam aeternam. C'est quoi que tu penses de ça? Puis les placements garantis maintenant, c'est un petit peu plus maintenant que ça. Fait que c'est-tu encore vrai aujourd'hui? On devrait-tu retirer plus? Parce que si j'ai 5% sur mon placement garanti, je pourrais-tu retirer 5? C'est quoi? Comment tu vois ça pour un retraité de retirer ça? Donc, je te dirais que la règle de 4% reste toujours. OK? Parce que c'est assez bas que s'il y a une correction, c'est pas si pire. Mais par exemple, si nous regardons la vraie réalité du monde, mettons, on va prendre un investissement d'1 million qui ont besoin de 60 000 $. Parce que je dis ça parce que la génération des baby boomers puis la Generation X, ils dépensent beaucoup plus que leurs grands-parents. Donc, il faut présumer que le monde va avoir besoin de beaucoup plus d'argent que 4%. Pas juste ça, c'est que si nous regardons, puis je te reviens à ta question, si nous regardons le coût de soins à long terme, ça coûte une fortune. On parle de quelque chose qui peut coûter jusqu'à 10 000 $ par mois, même plus. Donc, je pense que le monde va avoir besoin de beaucoup plus que 4%. Toute chose constante, la règle de 4% reste. Okay? Je te dirais la meilleure stratégie, puis nous autres, on a regardé ça, pour la raison que je vais vous dire. Si je te prends un portefeuille équilibré de revenus, qui est 40% actions, 60% revenus fixes, qui est un portefeuille quand même conservateur. Puis si tu avais 1 million, puis tu sortais 60 000 $ par année, donc tu avais besoin de 60 000 $ pour vivre. Il y avait une étude qui a été faite par un professeur, il avait regardé sur 100 ans, donc on regarde des rolling periods, à quel pourcentage, c'est quoi le pourcentage du temps que tu avais assez d'argent? Ça veut dire que c'est quoi le pourcentage de réussite, tu penses? J'ai aucune idée, honnêtement. Prenez un guess. Je pourrais pas dire. Donc ça veut dire que si tu as 65 ans à 95 ans, est-ce que tu as manqué de l'argent? Fait que, je sais pas, j'aurais tendance à dire à 6% quand on disait, je sais pas, soit 70%? Je vais te dire 78% du temps, le monde à 95 ans avait plus d'argent. Oh, c'est bon. Okay. C'est un problème. Pourquoi? Parce que l'affaire la plus importante dans la retraite n'est pas ton investissement,
OK? L'affaire la plus importante, c'est quand tu prends ta retraite. Si tu prends ta retraite dans un début d'un bear market, tu as un gros problème parce que tu retires. Et personne ne sait c'est quand le prochain bear Personne ne le market. sait. Donc, il faut assumer la médecine d'urgence. Puis quand tu vois l'urgence, il présume la pire affaire. Exemple, j'ai un médecin qui m'avait dit ça, il dit, quand une femme va aller dans une urgence, ils vont vous poser la question, êtes-vous enceinte, peu importe l'âge, même si tu as 80 ans ou tu as 20 ans, parce qu'il va être sûr que tu n'es pas enceinte. Une des premières questions. Donc, il faut assumer qu'un retraité qui prend la retraite aujourd'hui, c'est la pire année. Puis je viens juste de dire qu'il y a une volatilité importante dans le marché. Donc, j'ai dit, la stratégie de sortir l'argent de ton capital, c'est la pire stratégie, je pense. Ben, c'est juste comme ça qu'on a grandi un petit peu dans notre industrie, c'est de dire, ben, tu étais un 60-40, tu es devenu un 40-60, puis là, on va juste sortir ton argent. Peu importe fiscal ou... Je pense qu'une meilleure stratégie, c'est d'investir 1 million dans ton portefeuille, mais changer un petit peu tes classes d'actifs pour qu'ils génèrent 50-60 000. Donc, tu ne touches jamais ton capital. Puis, c'est très faisable avec des classes d'actifs un peu plus différentes. Exemple, des actions privilégiées, des obligations de rendement élevé des fois, des obligations mondiales. Donc, de regarder dehors ou même des stratégies d'options qui donnent du revenu. Donc, de sortir un petit peu de le normal de qu'est-ce qu'on fait, puis créer un portefeuille qui génère une chèque de paie, je pense que c'est une stratégie supérieure pour les raisons que j'ai mentionnées. Parce que tu touches jamais à ton capital. Fait Exactement. Que, ultimement, Exactement. J'imagine aussi que le retraité doit être capable d'avoir une petite fluctuation des revenus quand même, parce que même si on a des stratégies à haut revenu, des fois, tu as mentionné le 5 à le 3 tantôt, là, si les taux d'intérêt bougent, c'est sûr que ça peut affecter quand même aussi le coût de vie du retraité. Là. Il faut être conservateur donc il faut regarder est-ce que c'est soutenable, puis c'est-tu constant. Puis le fiscal. C'est les 3 affaires que je regarderais. Donc, on va prendre un exemple. Là, comme j'ai dit, il y a certaines banques canadiennes qui donnent 6 %. Je peux te dire, fie pas toi. Aujourd'hui, si tu l'achètes, c'est une chèque de paie à vie, en assumant que les banques ne diminuent pas leurs dividendes. Ça, c'est toujours possible. Faible probabilité, mais possible. Mais est-ce que tu peux te fier de dire 6 % à vie? Pense pas. Je sais pas, mais je pense pas. Tu vas dire qu'est-ce qui est raisonnable? Qu'est-ce qu'une banque peut payer à un horizon relativement long? Ben, on va dire que peut-être c'est 4, peut-être c'est 5, je ne sais pas c'est quoi le chiffre. Donc, c'est de regarder tes classes d'actifs, exemple, rendement élevé, de dire qu'est-ce qui est raisonnable. Aujourd'hui, ça peut être 7-8 %, mais peut-être c'est un peu trop élevé, ce coupon-là. Peut-être on peut avoir un budget de 6, 5, peu importe le chiffre dépendant de la classe d'actifs. Donc, quand nous regardons de créer un portefeuille style chèque de paie, je te dirais, regarde la classe d'actifs, voir qu'est-ce qui est réaliste. Qu'est-ce qui est faisable. Puis je te dirais, qu'est-ce qui est ultra important, surtout au niveau des investissements, puis on le voit souvent aux nouvelles, surtout dans sur les réseaux d'investissement, la nouvelle affaire qui paye 13-14 %, mais il y a un historique d'à peu près 10 minutes. OK? L'historique d'un investissement est assez important. Soit un stock, soit un fonds, soit un FNB. Donc, d'être sûr que cet investissement-là peut générer une chèque de paie. Parce que c'est ça qu'on veut, on veut une chèque de paie stable. Donc, pour répondre à ta question, c'est si quelque chose est trop élevé, mais être raisonnable dans tes attentes. Puis là, une fois que tu as tout ça ensemble, là, tu crées ton portefeuille qui génère 50 000 sur 1 million ou 40 000 ou peu importe qu'est-ce que vous recherchez. Là. Ouais. Ça permet d'éviter aussi la fluctuation, à un moment donné, de déstresser. Le portefeuille perd 10 %, tu as quand même ton chèque de paye à la fin. Là, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on achète une bâtisse de revenus. Souvent, le monde va regarder leur portefeuille puis se plaindre parce que ça monte puis ça descend quand on fait ce genre de stratégie-là, comme tous les autres investissements. Mais quelqu'un qui achète un immeuble à revenus, un appartement, exemple, ils ne checkent pas la valeur de l'immeuble à chaque jour. Ils vont juste être sûrs que la personne paye le revenu. Puis en tant que la personne paye le loyer, la valeur peut fluctuer, c'est sûr. Mais en tant que la personne paye le loyer, c'est ça qui est important. Ouais. Cool. Puis on avait parlé un petit peu du risque de séquence dans nos capsules. Tu en as parlé un petit peu dans toutes les questions qu'on vient de parler maintenant. Le risque de séquence, c'est justement de partir ta retraite puis que tu aies un marché baissier. Y a-t-il une façon de gérer ce risque-là ou c'est vraiment, comme tu dis, worst case scenario puis on planifie pour le payer? Je te dis, oui, tu planifies pour le payer, mais le pré-retraité, je pense qu'il y a une fenêtre importante. 5 ans avant la retraite, puis 5 ans au début de la retraite. Pour la personne qui est pré-retraitée, qui est 5 ans de la retraite, il ne faut pas oublier que, si mettons, on va prendre l'année passée, 2022, je pense qu'un portefeuille équilibré était à la baisse entre 10 et 15 %. Okay? Mais cette baisse-là, si tu avais 5 ans à la retraite,
OK? Donc, on va dire année 0, la première année, puis dans 5 ans, tu prends ta retraite. Donc, c'était 2022-3, en 2028, tu prends ta retraite. Bien, si en 2022-23, tu avais une baisse, ça se peut que tu as prolongé ta retraite 3 ans maintenant. Donc, je te dirais, des stratégies de protection de capital est importante parce que si tu penses que tu vas peser le gaz puis essayer d'avoir plus de rendement, je pense que c'est trop tard 5 ans de la retraite. Je pense que le travail se fait 10 ans avant ça, personnellement. Si tu arrives 5 ans à ta retraite puis tu dis « Oh, il faut que je pèse le gaz » puis tu te rentres dans une mauvaise année, ça se peut que tu vas avoir une mauvaise année puis ça va prolonger, ça va être pire. Donc ça, c'est un danger. Donc je te dirais même, peut-être, pour ceux que c'est pertinent, peut-être y penser à la stratégie d'un portefeuille qui génère du revenu puis réinvestir tes distributions, tes dividendes ou peu importe. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça achète des unités. Donc, dans le fond, aujourd'hui, si tu as acheté un portefeuille, que je vais te donner un exemple, qui a généré 60 000 sur 1 million, mais il ne faut pas oublier, si tu investis ces 60 000-là chaque année pendant 5 ans, ça se peut que quand tu prends ta retraite, ça va être 8 ou 80 000. Donc, ça, c'est une stratégie. Pour la personne qui est retraitée, qui vient juste de prendre la retraite, c'est ultra important. C'est pour ça que je dis un portefeuille qui génère du revenu va être supérieur à un portefeuille de retrait. Si vous ne faites pas ce genre de portefeuille-là, puis c'est correct, chacun leur... je te dirais de penser à un buffer, de dire... puis de voir, s'il y a une correction, de calculer qu'est-ce qui arriverait dans la retraite. Au moins d'avoir ce chiffre-là, de dire on peut tolérer X pourcentage. Ça, c'est important dans la gestion de risque, je pense. Qu'est-ce que tu penses d'une stratégie comme garder du marché monétaire, par exemple, pour couvrir l'équivalent de 12 mois ou peut-être même plus de dépenses pour quelqu'un qui commence à la retraite, justement, puis peut-être que ça peut alléger un petit peu là, les émotions ou le stress dans un cas de baisse de marché. Il y a des pots et des comptes de tout. Le pot, c'est que ton revenu est protégé. Le compte, c'est que si tu retires ton capital pour 2 ans ou ton besoin pour 2 ans, c'est un retrait. Dans le fond, c'est un retrait. Donc, si tu fais ton retrait et tu as une baisse, tu as le même problème que quelqu'un qui sort annuellement. Donc, c'est juste des maths, ça. Ouais. C'est mieux que de sortir à tous les mois, parce qu'à tous les mois, tu baisses. Mais mathématiquement, ça vient au même. C'est un retrait du capital. Donc, il y a un équilibre entre un portefeuille qui produit du revenu puis protéger le capital aussi. Donc, ça dépend pour quelle personne, pour le niveau de risque. Mais il faut être sûr de voir est-ce que cette stratégie-là est un bon moment. Parce que si on le fait aux 2 ans, à 2 ans, il faut que tu sors un gros montant. Oui, exactement. Puis c'est sûr aussi, ça, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais une stratégie où est-ce qu'on veut construire un portefeuille pour générer du revenu peut dépendre un petit peu aussi des taux d'intérêt justement sur le marché. C'était peut-être plus difficile à faire dans des années comme 2020-2021. Par expérience, d'avoir regardé les classes d'actifs puis d'avoir regardé beaucoup ça pour les retraités, je te dirais que quand tu commences à être plus que 5% en général, il faut que tu penses à des classes d'actifs alternatifs. Ouais. Ou au-delà d'où sont les taux d'intérêt. Donc, ça veut dire, exemple, des stratégies d'options, des stratégies de crédit qui sont différents. Exemple, on vend une obligation puis on achète un autre. Je peux te dire, c'est difficile dans les classes d'actifs traditionnelles de créer 5% et plus à long terme. Ouais. Peu importe où sont les taux d'intérêt, parce qu'il ne faut pas oublier, si les taux d'intérêt sont bas, souvent, tu vas avoir un trade-off ailleurs. Mais je te dirais, dans les classes traditionnelles, les obligations puis des actions, quand tu penses, mettons, on va dire 50 000 et plus sur 1 million que tu as besoin de prendre, il faut vraiment penser à 10, 15, 20% dans des classes alternatives. Sinon, tu les réussiras pas. Par exemple, dans des phases de taux d'intérêt très bas. Oui, exact. Ça vient avec le risque qui va avec aussi, qu'il faut manager, là, tout ça, la diversification, mais ça, exact, c'est exactement le puzzle du conseiller financier en ce moment. Hey, merci beaucoup de ton temps, c'est super apprécié. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Puis, tu es toujours le bienvenu s'il y a des sujets, des choses, là, de venir nous voir. Je suis sûr que les auditeurs vont apprécier. Merci beaucoup. Merci. On se revoit le mois prochain.